Avant de conclure cette journée, vous vous demandez peut-être comment donc, a évolué le quotient émotionnel au fil des heures. Et donc, pour le savoir, j'appelle une dernière fois Violaine, qui va nous présenter les résultats de cette lecture sensible de la journée. Violaine, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. C'était tout à fait passionnant. Voilà, on va découvrir tout de suite les résultats. Vous voyez, c'est presque du direct. On a calculé les résultats très très vite. Et donc, c'était un petit peu le défi de la journée pour Violaine Berton de pouvoir vous restituer ces résultats aussi dans un délai aussi court. Voilà, je te passe la parole. Merci Céline. Donc c'était un défi, pas seulement pour moi, mais aussi pour Jeanne Néran-Guérin qui a fait la création graphique de cette restitution, et pour Fabien Vallet, data analyst, qui a analysé les résultats tout au long de la journée. Donc pour ce troisième score de quotient émotionnel, nous avons un score qui a largement augmenté au fil de la journée. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour ces assises. C'est la première fois qu'on réalisait le quotient émotionnel d'un événement, puisque d'habitude, on réalise le quotient d'un lieu. Donc, comme vous pouvez le voir, on obtient un score de 77 sur 100, ce qui est vraiment un très bon score. Le premier était de 62 et le deuxième de 70 pour mémoire. On voit que le score qui est peut-être le moins bon, et encore il est très bon, c'est celui des sens sollicités, qui est de 70 sur 100, et on peut penser que nos sens ont été un peu mis à rude épreuve aujourd'hui avec la chaleur et le soleil. Donc voilà, on peut comprendre ce score. Ensuite, l'indicateur qui nous intéresse principalement aujourd'hui, c'est celui de la proximité. Comme on vous le disait en ouverture de cet événement, l'objectif, c'est vraiment de créer des liens, et entre nous, des liens très forts. Et la proximité, on peut dire qu'elle a été vraiment privilégiée par l'atelier animé par Sonia Lavadino, qui nous a permis à tous de mieux faire connaissance et de travailler ensemble. Le sentiment d'appartenance à une communauté qui est très, très positif, à 75. Et le score qui nous intéresse vraiment ce soir, c'est l'envie d'agir demain. L'objectif, c'est vraiment de se mettre en action, d'être acteur de la ville sensible et de transformer cette journée fondatrice pour tous participer à cet effort collectif. Donc l'idée, effectivement, pour être acteur demain, eh bien, effectivement, ça va être de s'inscrire sur un groupe LinkedIn que nous avons créé, qui est dédié aux Assises internationales de la ville sensible. Donc on aura l'occasion de vous envoyer le lien pour que vous puissiez vous inscrire. Et puis sachez aussi qu'à l'issue de cet événement, nous allons créer des contenus qui permettront à chacun de continuer à participer. Voilà, et ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'état d'esprit général est de 8,1 sur 10, ce qui est également un très bon niveau. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci Violaine. C'est le moment de faire la synthèse un petit peu de cette journée, d'ouvrir les perspectives. Pour cela, j'appelle Samuel Linzot, directeur général de la SPL Confluence. Il va nous parler du quartier où nous nous trouvons. Confluence, symbole de renouveau, d'innovation urbaine et terrain d'expérimentation d'une ville plus sensible et plus humaine. Samuel, c'est à vous.
Juste un petit mot avant de donner la parole à Samuel. Samuel, c'est un premier, juste après, non, je crois que on était encore dans la pleine crise sanitaire, parce que de mémoire, nous avions encore nos masques. Et donc, nous présentons à Samuel avec Thierry l'approche sans cité, notre démarche. On ne parlait pas encore de quotient émotionnel, on parlait certainement pas encore d'assises. Et j'ai le souvenir du petit sourire. Je voyais je sentais que ça lui parlait, voilà, et que Samuel était vraiment en interaction et qu'il réagissait bien à ce que j'étais en train de lui raconter. Et donc voilà, ça me fait plaisir. Donc Samuel a intégré le comité scientifique et puis on lui a fait cette proposition de faire une synthèse, comme tu sais les faire. À la fois très pragmatique, mais aussi avec toute la poésie qu'on connaît, pour essayer d'élever, parce que l'idée ce soir, c'est d'arriver à emmagasiner aussi toutes ces informations, tous ces outils, pour le mettre tout de suite en application. Voilà, merci. Merci Olivia. J'ai le plaisir de vous faire la synthèse. J'ai été l'observateur de la journée et donc du coup, à la fois cette synthèse où je n'ai fait que prendre des notes et vous regarder toute la journée, et ensuite de vous relater l'expérience de Confluence telle qu'Olivia l'a déjà affichée. Tout d'abord, je souhaitais vous faire part d'une opinion personnelle. Depuis toujours, je crois que nous nous sommes trompés de voie, que le monde n'est pas seulement fait de chiffres, de statistiques et de constructions, mais qu'il parle avant tout d'humanité, de vivant, de rêve et d'énergie. Et aujourd'hui, ce monde change et nous sommes tous les acteurs du changement. Et en fin de compte, si je devais faire une synthèse de l'essentiel, c'est ça aujourd'hui. Nous sommes cet essentiel, nous sommes ce changement. Et vous l'avez certainement remarqué, mais le confort et le plaisir que vous avez eu à rester ici semble avoir été supérieur à l'inconfort de la chaleur que vous avez subi toute la journée. Est-ce que j'ai raison ? Vous êtes encore là ce soir ? Voilà. Donc pour reprendre les propos de Jean-Marc Bouillon, aujourd'hui nous vivons un moment où le paysage, la nature, devient essentiel à nos vies. Et je rejoins Alicia Godel dans la pensée que le défi que nous avons à relever est bien de devoir nous réapproprier nos émotions et de changer ce paradigme ancien que le corps a été, comme je le citais ce matin, le tombeau de l'âme depuis plus de 2500 ans. Je vous propose donc en synthèse de cette journée de substituer à nos croyances initiales une autre plus forte, celle qui résulte des échanges de cette belle journée. Oui, aujourd'hui, ensemble, il me semble que nous avons changé de regard. Ce pourrait être une formule un peu floue, un peu bateau, une perception un peu folle. Mais aujourd'hui, cette idée a pris corps. Elle me semble avoir résonné. Elle a traversé tous les échanges. Elle est devenue un fil rouge, une ligne autour de cette réalité. Nos émotions sont ce par quoi nous vivons et percevons le monde. Aussi, nous avons changé de regard parce qu'il me semble que cette journée n'était pas une séquence de plus, une réunion de plus, une journée de plus, un débat de plus. C'était un révélateur, un miroir, un véritable pas de côté. Et cela a commencé dès que vous êtes arrivés ici. Et pour certains, dès que vous avez décidé d'être avec nous aujourd'hui. Et il me semble que vous avez joué le jeu et que vous le jouez encore. Au travers des ateliers, nombreux, des présentations, des groupes, nous avons vu ensemble les tensions à l'œuvre. Une intention, une intuition, un momentum, disait Olivia. Une action publique parfois écartelée entre injonction et réalité du terrain, avec des actions engagées pour autant pour se rapprocher des gens. Des acteurs engagés, vous, nous, qui placent leur priorité dans la compréhension de l'usage, avec en creux un désir commun, coopérer autrement, retrouver le souffle du pourquoi, renouer avec le sens, retrouver le lien de l'humanité, de l'émotion, du vivant, de la mission, de ce à quoi on sert. Et de ces échanges, une première définition de la ville semble émerger. Et je la lis comme le reste, mais différemment. La ville sensible, c'est une ville qui écoute, qui ressent et qui prend soin. Elle replace les habitants avec leur cœur, leur corps, leurs émotions, leurs perceptions au cœur de la fabrique urbaine. Loin d'une approche strictement fonctionnelle, elle intègre les dimensions cognitives, sensorielles et affectives des personnes. Nous avons un cœur qui bat. Reconnaissant la diversité des âges, des parcours, des vulnérabilités, la ville devient alors attentionnée. Et finalement, c'est tout ce qu'on lui demande d'être, attentionnée. Elle veille aux besoins humains et comme des non-humains, c'est ce qu'on disait, à l'inclusion des voix silencieuses, celles qui ne parlent jamais,
à la qualité du lien social et au respect du vivant. Elle redonne une place centrale à la biophilie et à la philokalie. J'ai eu du mal à les écrire ce matin, j'ai encore du mal à les prononcer ce soir. Mais n'empêche que ce sont des désirs profonds que chacun a, de naturel et de beauté. Mais la ville sensible est aussi une ville lucide qui embrasse la complexité plutôt que de la fuir. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que nous prenons ce paradigme en face. Elle se construit dans l'interdisciplinarité entre sciences cognitives, j'ai bien compris, paysage, architecture, urbanisme, sociologie, économie, promotion immobilière, BET, etc. Elle explore de nouveaux outils comme les cartes émotionnelles ou l'aquaponcture. Vous vous rappelez de ça ce matin? C'est quoi l'aquaponcture? Pour relier les données au vécu, elle assume la pluralité des regards. Chacun de nous compte des situations comme une richesse à organiser, pas à uniformiser. En faisant le pari du dialogue, de l'écoute, de la régénération, elle devient un écosystème vivant, capable d'adaptation, de réciprocité et de réparation. En somme, une ville profondément humaine et pleinement vivante. À l'aune de cette définition, il me semble que nous avons ensemble effectué 3 déplacements essentiels, de l'expertise à la présence. Il ne s'agit plus de se contenter de savoir. Il faut être là, écouter, sentir, percevoir et rendre compte. Savoir coordonner les sciences au profit de méthodes et d'outils spécifiques pour le bien commun, pour celui de tous. De la coopération formelle à l'alliance sensible. L'écoute de l'habitant, de l'enfant, ce qui est le thème de l'enfance est revenu souvent, du client, l'écoute du vivant, ne peut être simplement un simple partenariat institutionnel. Elle doit d'abord s'ancrer dans une vision commune, partagée, vivante. C'est toute la synthèse de cette journée. Ce qu'il faudra engager est une nouvelle alliance sensible. Je vous laisse mettre la contractualisation qui va derrière. Du projet au sens, ce n'est pas non plus un projet de plus que nous devons porter, c'est ce que vous avez dit. C'est un projet habité, un projet de lien, d'intention, de transformation. Nous avons évoqué différents types d'outils, tous d'écoute. Tous convergent vers un partage du sens. Ce n'est donc pas un projet de plus, mais une dimension de plus à intégrer à nos modes de faire. En amont de ceci, pas une variable, pas un invariant. Ce sont des invariants maintenant, l'écoute. Repensons donc à l'idée portée par Nadia, s'il met du beau malveillant ou du laid bienveillant et vice-versa, le beau malveillant, le laid bienveillant. Tout ça ne résulte qu'une intention. Quelle est l'intention qu'on met à chaque fois qu'on fait? Elle implique de changer aussi, là aussi, de perception, d'inverser nos sens. Et j'ai retenu, regarder avec les oreilles, voir avec les yeux. Attends, non, c'est là ça. Regarder avec les oreilles et entendre avec les yeux. Waouh. Wow. Vous avez essayé ça? Je n'ai pas encore réussi. Repensons donc à cette idée. Elle nous donne le socle du respect de nos singularités, de la mise en commun de nos temps, pour construire cette vie relationnelle et sensible qui se découvre avec les pieds. Arpenter la ville, la découvrir, c'est s'autoriser à être en sécurité et rencontrer l'autre, l'altérité, la sensité. Sensité donc pour ressentir et pour transformer, mais pas seulement, pour aussi agir. Dans ce cadre, tous les travaux du jour et les échanges ont été une étoile, un éclairage qui montre que le vrai outil n'est pas celui qui vient seulement du tableau Excel, mais bien de celui qui émane du cœur battant des habitants, des hommes et des femmes qui constituent la ville. Et on a vu que des démarches multiples existent. La boussole du bien-être de la ville de Lyon, Tell Me, 32 cartes pour calibrer le bien-être. L'Observatoire de la santé et de la qualité de vie urbaine avec ses 10 000 consultés. J'ai retenu le chiffre, il est énorme. La cartographie sensible qui pose des questions à une échelle de plus vaste. Et nous, aménageurs de la confluence, 25 ans d'aménagement, qu'avons-nous fait? Olivier l'a raconté. En 2023, j'ai eu un sourire en la rencontrant. Elle me disait « je veux déménager ». Et du déménagement à Zadiga, c'était encore qu'un projet. Nous avons parlé de la vie, des émotions, de vous et moi, en somme toute. Et c'est à partir de là que, compte tenu des inflexions posées par mes élus, de faire de la confluence un quartier plus désirable, plus sensible, mais je me suis dit, chiche, soyons le premier. Pas pour être le premier, simplement pour expérimenter encore et pour faire de ce territoire un territoire d'incubation, en reposant le paradigme essentiel de l'usage comme fondement de nos actions. Et dans le fil de l'échange, nous avons engagé ce quotient émotionnel. Et je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Il en résulte les résultats suivants. Pour le champ quotient émotionnel, elle a montré tout à l'heure de 70 sur 100. 92% de la population, sur des échantillons représentatifs, on en a parlé, ressentent de la joie.
devant la nature. Et plus encore, ce qu'on a constaté, c'est que ce n'est pas l'opposition béton-nature qui fait la qualité de la perception, c'est l'association des deux. La proximité, se rapprocher de l'autre, ou s'éloigner de l'autre quand il fait trop chaud. Les vigilances, pour autant, bruit, odeur, propreté, oui, nous sommes en travaux et la ville devient. Elle devient un rêve, mais nous l'avons déjà personnalisé, comme disait Olivia tout à l'heure, la confluence et le champ existent même dans nos pensées. Et aujourd'hui, il se verdit, il se constitue. Pour Sainte-Blandine, et j'y arrive presque, plus de la moitié des personnes se sentent concernées, reconnues. Et au final, elle a une grande valeur d'acceptation de la ville de savoir que l'autre nous a reconnus, nous a constitués, a posé le regard sur nous. Et se sentir considéré, c'est ça la première partie de l'adhésion à la ville. Par contre, un tiers évoque la tristesse liée au manque d'animation, au sentiment d'abandon. On fait plus pour le chant que Sainte-Blandine. Et c'est là toute l'idée et tout l'essentiel que nous avons, c'est de se dire comment réunifier la confluence à 2030 et peut-être au-delà. Et ce qui a été saisissant, et vous le verrez lorsque vous le ferez, c'est la superposition des deux radars qui montrent pour un aménageur quels sont les indicateurs et les points qu'il nous faut relever pour accentuer d'un point, de deux ou de trois, le sentiment de bien-être, parce que quelque part, les actions qu'il faut sont parfois très minimes et leur impact plus fort. Donc, qu'est-ce que cela nous dit, aménageurs? Que la ville n'est pas simplement un ordonnancement de normes, de formes, mais un écosystème émotionnel, relationnel et sensoriel. Et qu'avec ces retours de terrain, nous pouvons bénéficier encore aujourd'hui de notre point de vue, au-delà des études sociologiques que nous conduisons depuis 10 ans, pour pouvoir ajuster notre action d'aménageur au service de celles et ceux qui vivent la ville. Et le désir, c'est aussi la création d'espace. Vous l'avez dit tout à l'heure. Entre le moment où on a créé la station Mu, le moment où le Caterpillar, et je vous engage à aller faire un petit tour dans la grosse chenille à côté, entre juin 2024 et octobre de la même année, ce sont près de 90 000 personnes qui sont venues se brûler les fesses, s'amuser en famille. Et quelles ont été les conditions de succès? Juste coller aux besoins et anticiper ce qui faisait la transformation de la ville. Les recettes ne sont pas très compliquées. Et là où la question que Sonia posait en disant « il n'y a pas de banc », avec 2 millions de personnes, il faudrait 100 000 personnes dans la rue sur des bancs tout le temps. Vous avez des bancs circulaires qui peuvent vous accueillir. Et donc, du coup, tout peut être pensé à l'échelle du quartier, à l'échelle du bâtiment, à l'échelle de la ville. Mais toutes les réflexions commencent par nous. Donc, nous avons fait évoluer notre façon de concevoir l'espace. Nous questionnons nos modes de faire. Nous avons repensé les chantiers comme autant d'opportunités d'apprentissage et de regard. Mêler urbanisme transitoire, concertation, création d'identité, réintroduire le mouvement. Et réfléchir à l'acceptation des nuisances parce que nous pensons que ce n'est pas tant le projet qui pose problème parfois. C'est la conscience du gain dans la perspective par rapport à la nuisance du quotidien. Et donc du coup, comme le disait Bernard Rabier, je ne suis pas assez intime pour dire Bernard tout seul, la ville sensible est aussi un pragmatisme économique. Et j'ai bien aimé ce matin, comme Apple, et je vous transmets cette question d'une autre façon. Que donnerions-nous comme réponse si nous devions nous projeter dans 5, 10, 100 ans? Quel choix ferions-nous aujourd'hui si nous avions à répondre à cette question, comme acteurs de la ville? Et aussi, nous avançons avec ce « et si » qui a été posé ce matin, qui fait qu'au final, que la valeur n'est pas forcément construire par rapport à un bilan aménageur-promoteur, mais il s'agit de concevoir et de poser en amont la valeur de la perception et de l'accueil du client, et c'est la valeur du client final, l'usager. Donc en fin de compte, la décision d'agir n'est pas à positionner en aval, mais bien en amont. Connaître ses clients, sa ville, ses habitants est un produit, pas une charge. Et enfin, la ville idéale, elle est celle qui est déjà là, mais quelle figure de ville choisirons-nous? Et peut-être qu'il y a une synthèse des 7 à faire. Et j'ai bientôt terminé. Enfin, la dernière chose qui s'est passée, c'est l'atelier de Benoît Peters et François Schwitten. Avec Amiens, Paris et Belleval, ils nous emmènent loin dans le faire avec le déjà là, en abordant l'expérimentation de nouveaux usages dans des sites industriels qui rappellent l'imaginaire. Et nous avons su composer avec le passé pour créer le futur et garder de la mémoire pour retransformer l'identité. Et eux, par le dessin, ils donnent envie de voir et donnent à voir. Ils proposent de passer par des univers de papier pour incarner les rêves. En conclusion de cette synthèse, j'avais 20 minutes, j'en ai fait 22. Changer de regard, c'est déjà transformer. C'est déjà se transformer. Changer de regard, ce n'est pas chercher un ailleurs,
C'est voir autrement ce qui est déjà là, ce qui se passe bien. C'est oser ralentir, questionner nos évidences et redonner à sa place à ce qui relie, à ce qui élève, à ce qui soigne. Changer de regard, ce n'est pas un supplément d'âme. C'est la condition d'une action juste dans un monde incertain. Ça a été rappelé. Enfin, comme le disait Carlos Moreno, un chemin possible pour retrouver l'harmonie sociale est de recomposer les liens avec toutes les parties prenantes de la ville. Et un ingrédient de cette harmonie sociale viendrait de ce qu'on a appelé la confiance. Recréer la confiance. Et au final, en fait, changer de regard, c'est certainement et aussi un peu reconnecter l'enfant qui est en nous et oser le préjuger de la confiance. Merci.